Bonjour ou bonjour si vous êtes connectés avec nous depuis ce matin. Merci vraiment d'être là pour suivre ce colloque sur le programme Live Tourbière du Jura. On arrive à la fin du colloque, mais on a encore 1h30 ensemble quand même. Le temps de se dire pas mal de choses. On va explorer d'autres aspects dans cette dernière séquence. On va parler notamment des réponses biologiques, des suivis mis en place, de toutes les actions de sensibilisation et de communication qui ont été menées. Je tiens à faire un petit coucou. On me souffle à l'oreillette, comme on dit, que des gens de la République démocratique du Congo et de la République tchèque sont en ligne et nous suivent. Ça fait plaisir. Merci à vous tous d'être là. Les petits avant-goûts de notre programme avec ce film. Voilà pour ces belles images, toujours, elles sont toujours aussi belles. Juste, je vous rappelle que le chat est toujours ouvert, bien sûr. N'hésitez pas à poser vos questions, à faire part de vos témoignages. J'essaierai de relayer tout ce que je peux relayer. Et puis, au nom de toute l'équipe, merci pour vos gentils messages que nous voyons sur le chat. Allez, c'est parti pour notre première séquence. On va essayer de voir avec 3 invités si tous ces travaux, toutes ces actions ont des effets déjà maintenant. Trois invités, tous à distance, et déjà un invité, c'est Louis Collin. Bonjour Louis. Oui, bonjour. Bonjour, on vous entend bien, vous nous entendez bien. Vous êtes chargé de mission zone humide et milieu aquatique à l'Épage Haut-Doubs, Haute-Loup. Alors avec vous, on va aborder la question hydrique, parce que j'ai dit dans mon lancement, on va voir avec les 3 invités si il y a déjà des réponses. On va répéter beaucoup que non, il est encore un petit peu trop tôt. Néanmoins, on a des débuts de réponses. On commence déjà à avoir des effets. Et en ce qui concerne votre domaine, c'est une des réponses les plus rapides, finalement. Une des choses qu'on voit le plus rapidement possible. Alors, il y a des choses au niveau de l'eau qu'on voit à l'œil nu, on l'a évoqué tout à l'heure, et puis parfois, ça ne suffit pas. Et c'est là que vous entrez en action, Louis, avec une science spécifique, des outils spécifiques, c'est la piézométrie. Oui, donc au cours du Live Tourbière du Jura, on a pu mettre en place un certain nombre de suivis. Et puis la piézométrie a été un des outils qu'on a pu développer, on va dire. La piézométrie, c'est la mesure de la profondeur de la nappe d'eau sur un hydrosystème. Donc ça a été largement utilisé pour la surveillance des nappes d'eau et notamment des nappes phréatiques, donc pour la consommation en eau de l'homme. Et depuis maintenant plusieurs années, c'est un outil qui est utilisé pour la surveillance de la nappe d'eau dans les milieux naturels humides, et donc qui est maintenant qui prend tout son sens pour cette étude en tourbière. Alors là, on voit une image, un schéma d'un piézomètre. Vous allez nous expliquer comment il fonctionne, très simplement. Oui, alors un piézomètre, c'est juste un tube en plastique ici, donc creux,
crépinés, donc qui présentent des petits trous qui permettent de faire passer l'eau à l'intérieur. Donc, anciennement, on utilisait un mètre. L'objectif, c'était juste de connaître la profondeur de la nappe d'eau. On dit du toit de la nappe. Maintenant, fréquemment, on utilise des sondes qui nous permettent de capter une donnée à pas de temps régulier, et bien souvent toutes les heures. Voilà. Si on utilise ce type d'outil et si on va regarder ce qui se passe en dessous, c'est parce que le sol tourbeux, il est quand même très spécifique. Vous m'aviez expliqué, Louis, vous dites, il fonctionne comme une éponge, ce sol tourbeux. Oui, c'est la particularité, hein. On est sur un milieu humide qui est particulier, puisqu'en fait, il s'est constitué au fil du temps par l'accumulation de matière organique non dégradée. Donc en fait, l'engorgement de ce milieu a permis d'accumuler une matière organique fossilisée. Et cette matière organique fossilisée se comporte un petit peu comme une éponge. Elle va pouvoir se gorger d'eau en période humide et puis relarguer cette eau en période plus sèche. Si bien que la différence qu'on peut avoir quand on étudie le comportement piézométrique en tourbière par rapport à un autre aquifère, c'est que le niveau du sol, il peut évoluer. Alors, on a dit tout à l'heure, et on l'a revu là avec le piézomètre, vous cherchez à regarder la profondeur, hein, mais il n'y a pas que ça que l'on surveille. Non, alors c'est justement le fait que le sol puisse évoluer en altitude. On va différencier deux variables. Par exemple, on prenait l'exemple ce matin du Cruolard. Quand on voit que le milieu, quelque part, commence à se fermer, du fait d'une dynamique de végétation particulière, hein. Ici, c'est l'avancée du pain à crochet. On va essayer de rapprocher ce comportement-là, cette dynamique de végétation, d'un comportement de nappe. Donc là, on va utiliser cette variable qui est plutôt hydroécologique, qui est la profondeur de nappe. Par contre, la piézométrie, elle apporte aussi une autre information. C'est ce qu'on appelle la variable hydraulique. C'est l'altitude de nappe. Là, en fait, on va essayer de capter le signal du comportement de la nappe en différents points de la tourbière pour comprendre la circulation de l'eau à l'intérieur même du corps tourbeux. Et ça nous permet, par exemple, sur la phase diagnostique, d'identifier une perturbation liée à un fossé de drainage. Et pour ça, on le voit d'ailleurs sur le schéma, il faut un réseau de piézomètres là dans ces cas-là, hein, c'est ça, hein? Oui, il faut un réseau de piézomètres et puis il faut aussi avoir des piézomètres qui soient ancrés au minéral, c'est-à-dire qu'ils ne bougent pas en altitude. D'accord. Alors, on va revoir des photos, je crois, que justement au Cruolard, hein, puisque vous en parliez, où on voit l'eau qui affleure. Oui, alors quand on voit l'eau c'est une question qu'on nous pose fréquemment, hein. Quelle est l'utilité de la piézométrie alors que des fois, finalement, les mouvements de l'eau, la présence d'eau reste très visuelle sur la partie diagnostique. Est-ce qu'on a réellement besoin de mettre en place un suivi piézométrique alors qu'on sait qu'il y a un dysfonctionnement rien qu'en observant l'évolution des communautés végétales? Ou là, par exemple, suite à une restauration, à quoi bon mettre en place un réseau de piézomètres alors que finalement, on sait pertinemment qu'on a engorgé le sol, on a même ennoyé ici le site. Et la piézométrie, elle va vous permettre de quantifier cette évolution-là, de mettre des chiffres sur un phénomène, et puis elle va également permettre de capter le signal toutes les heures, et donc de mettre en avant un comportement de la nappe. Et là, le schéma qu'on voit... Oui. Allez-y. Non, mais j'allais dire justement, c'est ça qu'il nous montre, ce schéma, que selon si, grâce à la piézométrie, on voit l'état sur la longueur, sur un temps plus long, et on voit que c'est fluctuant. Voilà, donc on a eu l'occasion d'étudier énormément de tourbières différentes. Par exemple, ce schéma, il nous permet d'observer le comportement de la nappe entre une tourbière, c'est deux tourbières qui sont drainées, hein, qui font l'objet d'un drainage. Mais pour autant, la réponse de la nappe, elle est différente. Donc là, il y a une première tourbière sur laquelle il y a une dynamique de recolonisation par le pain à crochet qui est extrêmement rapide. C'est celle que j'ai appelée par raccourci en mauvais état. Et la deuxième, c'est une tourbière drainée également, en pointillé, mais où la végétation haute ne présente pas une dynamique inhabituelle. Donc c'est ce qu'on aime
ce que j'aime bien montrer avec ce schéma-là, c'est que chaque tourbière est particulière et va avoir une réponse différente face, par exemple, aux périodes de sécheresse qu'on a pu connaître en 2018, mais aussi en 2019 et 2020. Et ce schéma, il montre également que c'est pas parce qu'on a une tourbière qui présente une nappe affleurante, donc proche du niveau du sol, comme ici, plus de 6 mois de l'année, que c'est une tourbière qui va bien. En fait, pour avoir une tourbière qui fonctionne correctement, il faut que l'eau soit affleurante quasi la totalité de l'année. Donc l'objectif, c'est de réduire le battement, c'est de faire que la courbe elle soit le plus droite, la plus régulière possible, pardon. C'est ça en fait. Voilà, c'est pas suffisant, hein, on a pu l'évoquer ce matin. Ce live tourbière, il présente une certaine philosophie. L'objectif, c'est de ne plus intervenir en coupant des arbres, en réouvrant le milieu à l'aide de tronçonneuses, etc. C'est vraiment de rehausser le niveau de nappe à l'intérieur du corps tourbeux, réengorger et empêcher en fait la minéralisation de la tourbe par les organismes décomposeurs. Donc là, on cherche non seulement à augmenter le niveau de la nappe, mais aussi de la stabiliser à un niveau. On cherche à ce que l'engorgement il soit le plus stable possible sur l'année. Et ce qu'on voit sur le box plot là, que vous nous présentez, c'est que pour le niveau, on a déjà des réponses positives. Hein, voilà, il augmente. Oui. Mais en revanche, pour ce qui est du battement et de la stabilité, on n'y est pas encore. Et c'est trop tôt, en fait. Ça ne veut pas dire qu'on n'y sera pas. Voilà, alors en fait, l'outil piézométrique, là, ici, on a utilisé des sondes. Donc, on a une donnée toutes les heures depuis 2015. Ça, c'est un schéma qui traite des données captées sur le Créolard, la tourbière du Créolard, dont on a déjà parlé. Donc, à 1 an avant, on voit que l'altitude médiane, elle se trouve près de 835 mètres. 1 an après restauration, on a tout de suite, en fait, un effet post-travaux sur le comportement de nappe. On voit qu'on a augmenté le niveau de l'eau. Ça, c'est une réponse qui est observable très rapidement, et seul l'outil piézométrique permet de quantifier ce changement-là. Par contre, nous, comme je le disais, on essaye d'avoir une autre réponse du milieu. C'est une autre réponse suite aux travaux, c'est la diminution du battement de la nappe. Et ça, pour l'instant, même 4 ans après travaux, on n'observe pas d'évolution probante. Mais encore une fois, ça ne veut pas dire qu'il n'y en aura pas. C'est ce qu'on disait tout à l'heure en introduction, c'est un poil trop tôt, quoi, quasiment. Oui, donc voilà, la piézométrie permet d'identifier des différences, en tout cas une évolution entre avant et après travaux. Seulement, le but recherché, la finalité de la restauration n'est pas encore observée. Et ça, c'est le fait, en fait, d'une autre constante, qui est là une constante biologique, une variable biologique, c'est l'évolution de la végétation, voilà. Puisque avec l'ennoiement du site, on a permis à un certain nombre d'espèces turfigènes, donc ont la particularité de créer de la tourbe, de venir se positionner, recoloniser cet espace-là. Et donc peu à peu, la zone qui était en eau est recolonisée par la sphène, qui va probablement, on peut en faire l'hypothèse, créer de la tourbe. Et en fait, c'est la constitution de ce nouvel horizon tourbeux qui probablement apportera cette stabilité à la nappe. Super. Vous me disiez, Louis, quand on s'est parlé avant, vous disiez la piézométrie ne s'envisage pas sans étudier la flore. Eh ben, c'est de plus en plus, c'est un raisonnement, en tout cas, c'est aussi un parti pris là, sur les sites qu'on a tendance à équiper. On travaille par station et puis on couple généralement une placette de végétation avec un suivi piézométrique, parce que finalement, on va dire, l'élévation de la nappe va permettre à une certaine végétation de venir s'installer, et cette végétation va permettre au fur et à mesure une modification du comportement de la nappe. Super. On va s'arrêter là. Je suis désolée, vous aviez d'autres choses à dire, je le sais, mais on est obligé de s'arrêter. Mais vous restez avec nous parce que peut-être que des questions vont arriver sur le chat qui vous seront adressées. Et finalement, la transition, elle est toute trouvée. On parlait de la flore et on va en parler plus précisément en parlant du suivi mis en place pour surveiller la végétation. Avec vous, Céline Mazuet, on vous retrouve. Je rappelle que vous êtes attachée scientifique à l'Association des Amis de la Réserve du Lac de Remoret.
Donc, encore merci d'être là avec nous. Donc, dans le cadre de ce programme LIFE, Céline, vous avez mis en place, alors vous, avec d'autres évidemment, hein, on n'a pas pu inviter tout le monde, ça va de soi, un suivi de la flore. Alors, il faut peut-être déjà rappeler que les tourbières hein, sont, on l'a dit tout à l'heure, ça a été dit à plusieurs reprises, sont de nature différente, avec des bas marais, des hauts marais, et donc, on le voit là sur les photos, une végétation très, très variée finalement. Oui, c'est ça. Donc, en fait, effectivement, pour simplifier la chose, donc on va dire qu'on a des hauts marais et des bas marais. Après, il y a toutes les transitions possibles, on va dire. Mais c'est pour montrer qu'en fait, on va dire qu'avant les travaux, on avait plutôt ce genre de paysage. Donc, en haut marais, à droite, vous avez un haut marais non boisé. Donc, la végétation qui domine sont toutes des espèces, notamment des éricacées, donc des myrtilles, des érelles, des canneberges, etc. Donc, ce haut marais peut aussi, comme on l'a dit, être boisé quand il a été fortement endommagé. Donc, avec le pin à crochet ou bien les bouleaux et les épicéas. Donc après, enfin, ça, c'est des stades, on va dire, naturels hein, qui peuvent arriver aussi dans le stade naturel, de l'évolution naturelle d'une tourbière. On arrive vers des stades boisés. Mais ce qu'on veut essayer de passer comme message, c'est que je trouve plus mon mot. Là, je peux pas vous aider, mais ça va venir. Oui. Comme les tourbières ont été mais je trouve exploitées avec l'exploitation de la tourbe, voilà. Donc ça a accéléré en fait ce processus de boisement en haut marais. Oui. Après en bas marais, si on peut revenir sur l'image, c'est un petit peu différent. Donc là on a plutôt affaire à des végétations de petits carex, donc notamment le carex de Daval, la lèche de Daval. Et qui peut être aussi avec, notamment quand le bas marais ne fonctionne pas très bien, en présence avec de la mollinie, qui est une espèce indicatrice de battement de la nappe d'eau. Alors ça, c'est pour donc effectivement les espèces un peu spécifiques que l'on trouve dans les tourbières. On va en venir au suivi de manière concrète, comment vous faites, mais sur la philosophie du suivi, l'enjeu c'est quoi? C'est on a répertorié avant, on suit pendant les travaux et on fait un suivi sur les années qui vont suivre, hein, les années après les travaux. C'est vraiment toutes ces étapes-là? Oui, donc le but là, du suivi, c'est on a une végétation avant travaux qui est plutôt mésophile, donc liée plutôt à des espèces indicatrices, on va dire, plus sèches, voilà, pour expliquer ça rapidement. Et en fait, le but, c'est de voir si on a des espèces plus hygrophiles qui apparaissent, donc plus indicatrices de milieux humides. Donc voilà. Et pendant les travaux, juste parce que cette question-là, elle me turlupine, quand on a vu les images de travaux tout à l'heure, je me dis, c'est pas possible que ces travaux-là n'aient pas eu un impact négatif sur la végétation. Mais est-ce qu'on le surveille ou est-ce qu'on se dit, c'est une parenthèse? Oui, on l'a déjà évoqué, on sait que le bénéfice est supérieur en fait. On a une végétation, certes, peut-être déjà très spécifique et très intéressante à la base, mais dans le fonctionnement naturel de la tourbière, on sait que ce n'est pas cette végétation qu'il faudrait avoir, on va dire, à ce temps T. Et donc, du coup, on essaye les travaux vont restaurer des milieux pour dynamiser en fait la formation de la tourbe, donc tout ce qui est tourbification. Donc là, on voit des photos de placettes, on y vient, mais juste avant, j'ai une dernière question. Si j'ai bien compris, le but, c'est on cherche à avoir une végétation plus dynamique, c'est ce qu'on espère finalement. Peut-être revenir aussi une végétation qui avait disparu, et puis avoir préservé une végétation importante. C'est ça, hein, le truc. Oui, en fait, la flore va vraiment servir d'indicateur pour voir si, en fait, Louis l'a très bien expliqué, hein, déjà avec la piézométrie, on voit que dans tous les cas, l'eau revient. Donc, comme il a expliqué, après, il y a tout un cortège de végétation qui vient et qui, après, constitue le milieu tourbeux. Okay. Alors, on va revenir en arrière sur les visuels. Je le disais tout à l'heure, c'est normal. On les noie un peu, les pauvres, en régie, parce que, d'abord, moi, des fois, je vais dans tous les sens avec mes questions. On va revenir sur les petites placettes, parce que c'est un outil très important, c'est une méthode importante, pardon. Racontez-nous.
Donc en fait, faut savoir que les suivis de végétation n'ont pas été tous réalisés par nous-mêmes, hein. Il y a le Conservatoire botanique de Franche-Comté qui est intervenu, notamment des bureaux d'études, etc. Donc, il faut savoir qu'il y a eu plusieurs méthodes de protocoles, on va dire, différents selon les sites. Mais ce que l'on peut en tirer, c'est que enfin, l'esprit est toujours un petit peu le même. C'est un suivi par placette dans lequel on va recenser l'ensemble de la végétation, mais à la fois des plantes vasculaires, mais également toutes les mousses, les bryophytes. Donc, et ces placettes-là, on y retourne à plusieurs reprises finalement, c'est ça le suivi? Oui, alors on a essayé de faire avant travaux, comme on disait tout à l'heure, et le but, c'est d'y retourner pour suivre l'évolution. Et donc, dans certains cas, on est déjà passé au moins une fois après travaux, voire deux pour les travaux qui ont été faits en début du programme. Mais le but, c'est de pouvoir continuer ça dans les années futures. Donc voilà, c'est encore un petit peu trop tôt. Néanmoins, vous avez pu constater une belle dynamique du côté des sphènes. Je ne sais pas si on peut dire du côté des sphènes, mais bon, je le dis comme ça. Mais... Oui, tout à fait. On voit que du coup, ce qui est très important dans les suivis de végétation, c'est de prendre en compte les bryophytes, là, donc les mousses plus particulièrement. Là, on voit que ce sont les sphènes qui colonisent le plus rapidement. Donc voilà, ce que l'on peut dire, c'est que dans les suivis, il ne faut pas oublier le recensement des sphènes. Et puis pour terminer, bien sûr, pour terminer, Céline, un point très très important, c'est que vous avez encore une fois, quand je dis vous, c'est pas que vous toute seule, hein, c'est collectif, mais une responsabilité tout à fait particulière concernant des espèces patrimoniales. Quelles sont ces espèces en 2 mots? On va voir quelques images qui nous les présentent. Oui, il y a certains sites où des espèces à statut soit régional, national, voire même européen, pour le Liparis que vous avez à droite et Amatocolis vernicosus, la petite mousse là, qui n'est pas facile à observer. Hein, qui est sacrément jolie. Être spécialiste pour la trouver. Et donc, du coup, en fait, oui, certains sites de travaux étaient en présence de ces espèces. Et là, on avait une responsabilité enfin, tout à fait particulière de conserver ces espèces. Donc tous les papiers, notamment les dérogations, tout ça de destruction d'espèces protégées, enfin, mais on a essayé dans tous les cas de ne pas les détruire. Hein. Les cheminements des machines ont été bien balisés pour éviter l'impact sur ces espèces. Et donc, depuis, par contre, on a mis en place un suivi pour voir comment se comportent ces espèces. Et juste toute dernière question. Mais ne sont pas dans tous les sites. Oui, bien sûr. Toute dernière question, Céline, je ne sais pas si vous pouvez me répondre d'ailleurs. Le suivi, il est censé durer combien de temps? Tant que l'on pourra avoir les financements pour les faire, ce sera toujours intéressant parce que voilà, là, comme on l'a vu, on commence à avoir certains résultats, mais ça sera sur le long terme qu'on verra vraiment l'impact enfin, comment la végétation va évoluer suite aux travaux. Super, merci beaucoup Céline Mazuet. Vous restez avec nous comme Louis, parce que si des petites questions arrivent à la fin, je prendrai le temps d'en reposer quelques-unes. Mais on va s'intéresser maintenant à la faune avec vous, Romain Decoing. Est-ce que vous êtes avec nous, Romain? Oui, bonjour. Bonjour. Merci d'être là également. Vous êtes chargé de mission à l'Association des Amis de la Réserve naturelle du lac de Remoray. Et donc, parce qu'évidemment qu'on a préparé tous ensemble, hein, et vous me disiez, la faune, c'est la dernière à réagir. C'est vraiment ça? Oui, pour l'instant, on a quelques résultats où la faune a réagi quelques années après les travaux, mais la plupart du temps, on a surtout un état initial avant les travaux, et où on n'a pas encore les réponses qui sont apparues. Alors, on va surveiller, vous surveillez, et on va parler de 3 grandes familles. Hein, on va parler de papillons, de libellules et de cirfes. Oui. Alors du coup, pour les papillons et les libellules, en fait, on les surveille principalement parce qu'il y a des espèces qui sont patrimoniales, des espèces qui sont protégées en voie de disparition, voilà. Ou comme on arrive avec des gros engins dans la tourbière, faut être sûr qu'on ne fasse pas de bêtises sur ces espèces où on a un enjeu de conservation. Et après, les cirfes, c'est surtout pour leur qualité de bioindication. On va s'en servir pour évaluer
évaluer l'impact des travaux sur la faune. Alors, il y a un protocole évidemment pour chaque. Là, on va regarder un schéma qui est de très belles photos de papillons pour commencer. Qu'est-ce que je dois comprendre de ce qui se passe à gauche de l'image? Alors en fait, ça c'est donc forcément, on essaie de mettre en place des protocoles qui sont standardisés, qui sont répétables dans le temps, pour qu'on puisse faire des comparaisons robustes avant et après les travaux. Donc là, c'est un protocole qu'on a utilisé c'est les transects en fait. En gros, le transect, c'est un linéaire virtuel qui parcourt la tourbe et qui parcourt la tourbière et où on va géoréférencer et noter le nombre d'individus qu'on voit pour les espèces qui nous intéressent, notamment les espèces patrimoniales, comme on peut voir les photos juste à côté. Alors que pour d'autres espèces, comme les libellules, je crois, on va voir une autre image, on va plutôt utiliser la tente malaise. Non, ça c'est pour les cirfes. Eh ben voilà, il fallait bien que je la fasse à un moment donné. Alors du coup, les cirfes, déjà pour ceux qui ne savent pas, c'est des diptères, donc c'est comme les mouches, les moustiques, etc. Souvent, on les confond avec les abeilles et les bourdons parce qu'ils ont un aspect assez mimétique. Et donc ces espèces-là, il y a à peu près 600 espèces en France qui sont pas aussi facilement différenciables comme pour les papillons et les libellules, où là, on est obligé de capturer les individus et les déterminer a posteriori en laboratoire. Et donc, du coup, on a une méthodologie qui est standardisée. On utilise une tente malaise. Donc, c'est un piège à interception qui va capturer les cirfes qui patrouillent dans la tourbière. C'est la tente malaise que vous voyez juste en photo ici. Voilà. Et puis le schéma qu'on a vu, et on va le revoir parce qu'il est en lien avec cette fameuse méthodologie, ça explique bien, en fait, on va chercher à comparer les différents temps et les différentes observations. Oui, alors du coup, c'est une méthodologie donc, qui s'appelle Cirf the Net, qui a été créée par le docteur Martin Spade. Donc, c'est une méthodologie qui peut s'appliquer partout en Europe. Donc, on va essayer grâce au logiciel, on obtient une liste d'espèces attendues, avec nos espèces qui sont présentes dans le Jura et les habitats qu'on va étudier sur notre tourbière, par exemple Haut-Marais et Bas-Marais. Donc, on va obtenir notre liste d'espèces parfaite, si tout allait bien dans notre tourbière. Nous, on va faire notre échantillonnage avec les tentes malaises. Et donc là, on va obtenir notre liste d'espèces qui est réellement présente dans la tourbière. Donc après, on va comparer les différents cortèges. Et comme ça, on va pouvoir voir quelles sont les espèces qui sont bien au rendez-vous, qui devraient être là et qui le sont. Les espèces qui sont manquantes, pourquoi elles sont manquantes. Et après, les espèces inattendues qui ne devraient pas être là et pourquoi elles sont là. Voilà, ce genre d'informations. Et alors, pourquoi? Parce qu'on n'arrête pas de dire ça depuis tout à l'heure, c'est-à-dire que vous êtes déjà dans ce principe d'observation, de comptage avec les protocoles que vous nous avez expliqués, mais pour l'instant, on vous dit que c'est trop tôt, on n'observe pas suffisamment de choses. Mais est-ce qu'on a quand même quelques résultats? Oui, on a, pour la plupart, en fait, déjà les travaux ont été réalisés souvent en 2018, 2019, 2020. Donc du coup, on a un recul qui est très court. Pour ces espèces qui mettent des fois plusieurs années avant de réagir. Mais pour les libellules, par exemple, on a eu des résultats positifs assez rapidement. Voilà. Alors, on va peut-être voir des lions. Voilà, et je pense qu'on va voir justement certains de ces résultats-là avec des comptages qu'on a fait avant, après travaux. Là, ça va être sur les papillons, je crois. Et là, j'attends que peut-être on ne l'a pas, ce visuel. En fait, je ne sais pas. Mais je pense que si, ça y est, le voilà. Regardez, you, les papillons. Ah oui, donc ça, c'est le genre de résultat qu'on obtient avec les transects. Ouais. Donc à gauche, vous avez le résultat qu'on a obtenu à la réserve de la Seigne des Barbouillons, où là, typiquement, à gauche, donc, vous avez les résultats avant travaux, où on voit que les trois espèces étaient présentes, et donc vous avez la barre rose, et après travaux, on n'a pas de données, simplement parce que les travaux ont été faits en 2020, donc du coup, voilà, on a juste surtout l'état initial avant travaux, ouais. Et ça, c'est le cas pour la plupart des transects. En gros, on a un état initial qui est très robuste. On connaît super bien maintenant nos tourbières, les effectifs de papillons, etc. Et ce qui nous manque, c'est la réponse forcément après travaux. Il y a un site où on a des résultats avant et après travaux, c'est le site du Mont-Voyon, donc que vous avez à droite, où là, les deux espèces de papillons qui étaient présentes sont toujours présentes avec des effectifs qui restent stables. Et ce qui est intéressant aussi dans ces transects, c'est qu'on géolocalise les papillons pour connaître leur répartition sur la tourbière. Donc là, à l'image, vous avez l'exemple d'un transect. Et les points rouges, c'est là où étaient situés les papillons. Donc à gauche, c'est avant les travaux et à droite, c'est après les travaux.
Donc à gauche, on peut voir que, par exemple, la Aurinia était surtout présente sur le nord de la tourbière, le nord du marais. Et après travaux, où là, on a réouvert et on a réhumidifié toute la zone sud du marais, le papillon, 4 ans après les travaux, a colonisé toute cette Et puis, je crois qu'on a aussi eu un suivi pour les libellules sur un site spécifique, me semble-t-il. Voilà, ou même principe avant-après. Voilà, donc là, il y a la carte avant travaux à gauche et la carte après travaux, où en fait, là, on avait un gros enjeu de conservation pour la leucorrhine à gros thorax, où le site comportait l'une des plus grosses populations franc-comtoises et qui était regroupée sur une seule gouille, une seule fosse d'exploitation. Et donc, via les travaux, en bouchant des drains, etc., ou en creusant dans la tourbe, on a recréé plein d'habitats potentiellement favorables pour l'espèce. On peut voir la superficie en bleu potentielle pour l'espèce qui s'est clairement décuplée. Et 4 ans après les travaux, on a vu que l'espèce se reproduisait dans 3 nouveaux plans d'eau créés par le Live Tourbière en récoltant les exuvies. C'est que le début. Pour plusieurs plans d'eau, on pense que la colonisation devrait se faire dans les années à venir. Donc là, à la fois, on est déjà sur des résultats d'observation et puis sur quelque chose, un espèce de ressenti finalement, où vous vous dites, cette espèce-là a l'air très résiliente finalement. Oui, en fait, là, typiquement, sur cette zone-là, avant, elle était présente sur un unique plan d'eau. Maintenant, elle s'est répartie sur l'ensemble de la tourbière et est présente sur différentes gouilles, se reproduit sur différentes gouilles. Là où avant, elle était fragile, maintenant, elle a acquis, grâce aux travaux, une capacité de résilience plus importante. Et on peut dire que les travaux ont permis de pérenniser sa conservation sur le moyen terme. Et puis pour les cirfes, on a des données ? Alors, pour les cirfes, en fait, là, comme on ne s'intéresse pas à une seule espèce, on s'intéresse à un cortège tout entier. Donc là, par exemple, vous avez le genre de graphique qu'on peut obtenir, où en gros, avec la méthodologie CirfTheNet, on peut quantifier l'intégrité écologique, la fonctionnalité de notre habitat. Par exemple, avant les travaux, là, c'est l'exemple de la tourbière des Crognots, où pour notre haut-marais, si tout allait bien, il devrait y avoir 14 espèces précises qui devraient être présentes, et on n'avait que 7 qui étaient présentes, donc on avait une intégrité écologique d'environ 50%. Et donc, quand on a refait l'état après travaux, seulement 3 ans après les travaux, on avait 2 nouvelles espèces qui étaient apparues. Donc là, on a une intégrité qui a augmenté. Mais là, c'est c'est un résultat correct. Alors que pour d'autres tourbières, en fait, on est surtout sur la stabilité. Les cortèges n'ont pas encore eu le temps d'évoluer en 2 ou 3 ans après les travaux. Puis dernière question, Romain, un peu comme j'ai demandé à Céline tout à l'heure, le suivi, vous allez le durer tant que vous pouvez ? Oui, clairement, tant qu'on peut le continuer, surtout que des suivis sur le long terme pour ces espèces-là, avec un recul sur un pas de temps de, 30-40 ans, on n'en a pas trop, en tout cas, avec des travaux de cette ampleur. Et donc, ça va être super intéressant de voir sur le long terme si ces travaux ont permis de pérenniser ces différentes populations d'espèces patrimoniales. Super, merci beaucoup Romain pour toutes ces explications très précises. Pas de questions spécifiques, il y en avait une petite, mais Geneviève Magnon a répondu sur le chat, c'est pratique. Ça tombe bien parce qu'il faut qu'on avance. Grand merci à vous trois, Louis, Céline et Romain, parce que c'était un sacré défi de nous expliquer autant de choses précises en aussi peu de temps. Donc bravo à vous, et puis on continue notre petit programme. Et cette fois-ci, on va faire un zoom sur les actions de communication et de sensibilisation. Eh bien oui, parce que les actions pour une appropriation locale, il a fallu emmener. Et vous êtes deux, il en fallait bien 2 personnes pour venir nous raconter tout ça. On retrouve Émilie Calvar. Je rappelle, Émilie, que vous êtes coordinatrice du programme LIFE au SEN, pour le SEN et pour le programme. Et puis à vos côtés, Elvina Bunot. Bonjour Elvina, on ne vous avait pas encore rencontrée aujourd'hui. Vous êtes chargée de communication au SEN Franche-Comté et donc vous avez beaucoup travaillé ensemble avec d'autres aussi, évidemment. On l'a beaucoup dit, c'est un travail en équipe sur des actions de communication, parce que restaurer les tourbières, on l'a vu, c'est pas une mince affaire. C'est beaucoup de travaux, ça mobilise beaucoup de monde, c'est beaucoup de sites concernés et parfois avec des travaux très impressionnants et puis un temps long aussi. C'est pas on commence aujourd'hui puis ça finit dans 6 mois, non, le programme a duré 7 ans. Donc il a fallu
faire beaucoup de pédagogie, expliquer, sensibiliser, acculturer probablement tout un tas de publics. Et c'est de ça dont on va parler. Et c'est vrai que ce qui est pas mal en introduction, c'est que le programme LIFE, cette mission-là fait intégralement partie du programme LIFE, donc il y a le budget qui va avec. Oui, donc on a un budget, dans notre cas, d'environ 10% du budget total du programme, avec un certain nombre d'actions qui a été réalisé tout au long de cette année. Et on communique, je l'ai dit, c'est vraiment pour faire comprendre, pour faire admettre. Oui, c'est déjà pour que voilà, les élus et les habitants en fait, s'approprient le patrimoine naturel près de chez eux, les tourbières, qui comprennent que c'est important de les préserver parce qu'elles ont aussi toutes été quasiment dégradées. Et en fait, il fallait qu'ils comprennent le pourquoi des travaux. Et puis en fait, c'est pas si simple parce que en fait, le massif du Jura, on est dans un secteur où la nature, elle est présente partout, elle est magnifique. Et du coup, c'est pas intuitif en fait de se rendre compte qu'il y a des milieux qui sont en mauvais état. Donc le but aussi, c'était de créer des outils, c'est ce qu'on va voir petit à petit ensemble, qui sont là, qui étaient mis à disposition et qui aidaient justement à cette prise de conscience. Il y a un certain nombre d'outils qui ont été créés pour justement sensibiliser, communiquer auprès de différents publics et du coup des outils qu'on a essayé d'adapter en fonction des publics visés. Et alors, oui, pardon. Il y avait aussi un objectif d'acceptation en fait, bien sûr, que les gens acceptent les travaux. Et même au-delà de l'acceptation, qu'eux-mêmes puissent promouvoir, si je puis employer ce terme-là, toute l'opération. Qui deviennent des futurs protecteurs des tourbières qui sont juste à côté de chez eux et qu'ils aient envie de les protéger sur le long terme. Alors pour le dire un peu trivialement, vous avez mis le paquet quand même. Premier outil, alors là, ce qui est intéressant, c'est que le tout premier outil, c'est un film, c'est le film sur le programme et il a été fait avant même que le programme ne débute. Alors, on a commencé... plus ou moins. Oui, disons qu'on a commencé le tournage le plus rapidement possible dès qu'on a eu l'acceptation, le démarrage du programme, afin qu'il soit prêt à être utilisé le plus tôt possible. Et du coup, donc on a pu l'utiliser dès début 2016. Donc on voit les images là, de tournage. Ouais. Donc c'est un film qui a été fortement utilisé, notamment lors des réunions publiques, pour poser les bases de ce programme, expliquer le contexte et pouvoir ensuite... Et puis ce film, il a été valorisé, c'est-à-dire qu'il y a eu une avant-première, il a été projeté à plein de reprises, oui. Et à l'avant-première, je crois, Elvina, il y avait plein de monde, on voit une image. On a fait 4 avant-premières, donc avec 900 participants, donc c'est vrai qu'on a été surpris du succès, voire même un peu dépassé sur la première, parce qu'à Pontarlier, on avait 350 personnes et on a refusé une centaine de personnes, donc c'est vrai qu'après, on s'est rattrapé en proposant plusieurs séances. Bon, on va regarder un extrait. Tant qu'à faire, puisqu'on parle du film. Allez, extrait. Et si nous allions à la rencontre d'un univers aussi singulier que discret, d'un monde témoin de la marche éternelle des millénaires? Si nous partions à la découverte d'espaces porteurs d'une magie rare et mystérieuse, faite des émotions qui se réveillent parfois en nous au contact d'un espace resté sauvage. Tout dans ces lieux interroge l'œil et éveille les sensations. Mais qui connaît véritablement les magnifiques et étonnantes découvertes que ceux-ci nous proposent? On a envie de dire plein de choses sur ce film parce que ça a été une aventure à lui tout seul, voilà, une expérience aussi intéressante. On comprend quand on le regarde en entier qu'il avait la volonté de
comment je pourrais dire ça, d'envoyer des paillettes dans les yeux des gens qui allaient le regarder. Quoi. Créer de l'émerveillement. Voilà, c'est ça. Exactement. Et en fait, ça permettait dans ces soirées d'information, l'effet waouh, d'émerveiller. Et finalement, quand on est émerveillé, on a envie de protéger ce qu'on voit. Et ça permettait vraiment d'avoir aussi des échanges très riches lors de ces soirées d'information. Et puis alors, autre type d'action, on a parlé du film, utilisé, très montré, ça sensibilise. Et puis, il a fallu former, en tout cas, vous avez fait ce choix-là, de former des animateurs nature, des accompagnateurs de montagne, c'est-à-dire des gens qui étaient dans les milieux dont on s'est dit peut-être qu'ils ont besoin d'être un peu de devenir encore plus compétents sur les tourbières. L'idée, c'était de leur donner des notions. Alors, il y en a certains qui n'en manquaient pas, qui avaient déjà une bonne base sur les tourbières, mais d'apporter des compléments d'information et aussi expliquer ce qu'on faisait dans les tourbières, puisqu'ils pouvaient amener des groupes sur certains sites, voir des pelleteuses, avoir des questions. Et du coup, l'idée, c'était aussi qu'ils puissent répondre dans le cadre de leur travail à ce genre de questions. Donc, non seulement, on le voit sur les images, vous les avez réunis, vous leur avez appris plein de choses, vous les avez formés, et puis vous les avez dotés d'outils aussi. Vous avez créé des outils un peu spécifiques, dont un qu'on va voir. Alors bien sûr, je passe assez vite sur les outils un peu tradis qu'on peut imaginer, mais il y en a un, voilà, on va s'arrêter sur ce sac à dos. Je ne peux pas m'empêcher de faire cette blague de Dora, mais quand même, c'est ça, c'est un sac à dos. D'où ça vous est venue, cette idée ? Alors, l'idée est venue de Laurent Béchet, un petit coucou de la Maison de la Réserve, donc le directeur, qui du coup avait l'idée. Donc, il existe pas mal d'outils type Malpeda qui sont pas forcément pratiques à emmener. L'idée, c'était de concevoir un outil qui était pratique, utilisable facilement, avec un panel d'outils qu'on prend pas forcément à chaque animation, mais voilà, que les gens puissent piocher selon leurs besoins différents outils dans ce sac à dos. Et donc, il y a plein de trucs dedans. Alors, on ne va pas pouvoir tout détailler, Elvina. C'est pas un petit sac à dos, on a l'impression de partir en bivouac. Il permet en fait de mettre en place des démonstrations, des petits ateliers pratiques, c'est ça Exactement, le petit plateau avec les éponges, ça permet d'expliquer de manière ludique comment naît une tourbière, comment elle est dégradée, comment on va la restaurer. Oui, l'éponge, c'est Louis qui nous en parlait tout à l'heure, le système, voilà le principe de l'éponge. Il y a une canne au fond, c'est quoi ? Il y a une canne sonde en fait pour prélever, des petits... faire des mini-carottes. Des mini-carottes de tour. On se rend compte qu'on est bien sur une tourbière. Ça marche bien, ça. Le sac à dos, il est mis à disposition. Il y en a 5, c'est ça ? 5 répartis sur l'ensemble du territoire et qui sont empruntables toujours après le live ensuite. Et puis, c'est pas tout. Autre type d'action, des moments festifs, et puis de réunions, de démonstrations, créer l'événement. Voilà, ça, il y a eu 2 éditions de la fête des tourbières, c'est ça ? Tourbières en fête. Pardon, Tourbières en fête. Qui donc ont été réalisées à différents endroits du territoire. Donc une à la Maison de la Réserve à l'Abergement Sainte-Marie et une à la Maison du Parc du Haut-Jura à l'Ajoux. Et du coup, qui ont réuni chacune 500 et 400 personnes. 500 et 640. Avec précision, 642 personnes. Là, le public visé, c'est le grand public, en fait. Oui, alors après, c'était quand même un public qui était assez curieux des tourbières, mais un public très varié. Plutôt local à 75% parce qu'on a fait des petits questionnaires d'évaluation. Et puis on a fait ça aussi dans le cadre des Journées européennes du patrimoine en fait, parce qu'à partir de 2016, les Journées du patrimoine en fait prenaient aussi en compte le patrimoine naturel. Et là on s'est dit banco, c'est pour les tourbières là. Enfin, c'est pour nous, on y va, on se greffe sur l'événement et sur l'occasion. Il se passait plein de choses bien évidemment dans ces événements. Il y avait une trentaine d'activités, de stands de découverte, d'activités ludiques, des conférences, des expositions, des balades nature. C'était très, très, très riche. On le voit là à l'image, on voit bien que vous avez essayé de tout faire, quoi. Ouais, le coin des naturalistes, je vis ma vie de gestionnaire, remonter dans le temps, dans l'exploitation de la tourbe. Est-ce que ce type d'événement, vous disiez il y a eu du monde, le public était plutôt un public averti puis intéressé, mais est-ce que ça a permis aussi de toucher un public qui était vraiment très éloigné du sujet ? Les familles. Après, on a communiqué notamment auprès des scolaires qui ont emmené leurs parents ensuite sur l'événement. Et du coup, c'était un public familial pour justement essayer de les sensibiliser. Donc, pas forcément que du public averti.
Et c'est vrai qu'on s'est rendu compte qu'on en avait fait des vrais ambassadeurs des tourbières, quoi. Enfin, voilà. Et puis vous êtes bien marrés aussi, parce que je vois en bas à gauche... Une petite photo souvenir avec photo Matourbe. Photo Matourbe. Voilà, l'idée, c'est quand même, dans toutes ces actions, d'être un peu créatif, d'interpeller, pour intéresser. Donc, interpeller les gens par des choses très différentes pour les faire s'intéresser à ces fameuses tourbières. Et puis, il y a eu toute une démarche aussi de mise en valeur sur site, c'est toujours l'éternelle question, ceux qui nous regardent la connaissent par cœur, c'est est-ce que des milieux aussi fragiles, aussi importants, est-ce qu'on les met sous cloche ? Est-ce qu'on les ouvre? Est-ce qu'on accepte le public? Bon, il y a eu des sites ouverts et où vous avez facilité la visite du public sur site. Alors, il y a un certain nombre de sites où on a mis en place, en effet, des plâtelages, des belvédères, et d'autres où ces aménagements ont été rénovés parce qu'ils étaient vieillissants. Et du coup, en effet, certains sites ont été ouverts au public pour favoriser la découverte de ce type de milieu. Des panneaux ont été installés pour que les gens puissent d'eux-mêmes apprendre des choses. Et on voit bien des plâtelages très différents. Alors, j'imagine étudiés en fonction du lieu, quoi. Évidemment, ça n'a pas été fait au hasard, tout ça. C'est ça que je veux dire. Non, et du coup, selon les sites, soit c'était des plâtages un peu plus larges, dont certains qui sont accessibles aux personnes à mobilité réduite, ou dans d'autres cas, des plâtelages, des aménagements un peu plus rustiques, qui sont à l'image de ce qu'on peut trouver dans le nord de l'Europe, où là, donc, ça a une vocation de circuit de randonnée, en fait. Et puis, on va voir peut-être des images qui bougent, comme j'aime bien dire, des vidéos, pour nous montrer aussi ce que ça donne, parce que on revoit l'ampleur des sites, voilà, on voit l'ampleur des... C'est pas rien d'installer tout ça, c'est une vraie démarche, quoi. Et l'idée, c'est quand même aussi de canaliser les visiteurs, enfin, qu'ils n'aillent pas piétiner partout. Tout à fait. Donc du coup, c'est quand même, il y a une vraie réflexion aussi, sur le tracé. D'une boucle ou de découverte, quoi. Et puis, d'ailleurs, là, les images, je crois qu'on a vu des images où on va les voir de Frans. C'est un site touristique important au niveau de la Franche-Comté. Oui, c'est un site naturel qui est connu. Je pense qu'il y a beaucoup de classes qui sont allées dans leur enfance découvrir cette tourbière, qui du coup a été aménagée depuis plusieurs années. Et puis, qu'il y a environ entre 17 000 et 20 000 visiteurs par an, et puis aussi qui est labellisé tourisme handicap. Dans les actions de communication, là, on a évoqué des choses très balisées, très, on va dire, formelles, qui ont été organisées en amont, pensées. Et puis, il y a toute une communication un peu plus informelle qui s'est faite, de fait, sur le terrain, notamment des réunions de chantier, faire venir les élus sur le terrain, ou des riverains, des propriétaires, et leur expliquer, leur montrer. Ça a compté, ça? Il y a eu de nombreuses, on est autour de 80 visites de travaux, mais à ça s'ajoutent toutes les réunions en mairie, etc., où du coup l'objectif c'était de montrer ce qu'on faisait, et puis d'aussi éventuellement désamorcer les gens qui ne comprenaient pas forcément pourquoi il y avait des pelleteuses qui arrivaient sur des sites. C'est que ça peut être très impressionnant. L'idée, c'était de leur expliquer. Ça pouvait être conflictuel, clairement. Oui. Psychologiquement, c'est pas évident de voir ces grosses machines arriver sur des milieux qu'on nous dit sensibles. Et même moi, quand je vois les travaux, c'est pas toujours évident. Bien sûr. Et du coup, c'est pour ça que c'était quelque chose de très, très important, en fait. Toutes ces visites, toute l'équipe du Life a vraiment joué le jeu et fait preuve de beaucoup de pédagogie, quoi. Oui, c'est une grosse mobilisation. Et c'est vrai que c'était important de le signaler dans les actions de communication, parce que c'est au long cours. En plus, c'est tout le long du programme et des travaux. Donc ça, c'était important. Et puis, évidemment, il y a une chose aussi qui est intéressante, c'est que les médias ont parlé de vous. Donc avant que vous nous le disiez, est-ce que les médias s'intéressaient aux tourbières avant? Alors c'était un petit peu, mais il fallait relancer, il fallait beaucoup appeler, il fallait faire des beaux communiqués de presse, c'était du travail. Il fallait aller les chercher, quoi. Ouais, il fallait aller les chercher. Et là, le fait qu'on ait c'était magique. Mais c'est vrai que le fait qu'on ait un programme d'ampleur sur 7 ans, avec des travaux, tout au long de l'année, pratiquement. C'est vrai que dès le lancement du programme, en fait, il y a eu l'adhésion des
des médias locaux quand même, voilà, qui sont beaucoup intéressés au sujet. Enfin, je pense vu l'ampleur du programme. Et après, voilà, c'était parti. Hein. On a eu 160 articles de presse, beaucoup d'interventions, beaucoup de reportages, notamment sur France 3, Franche-Comté. Est-ce que vous avez eu des mauvais articles qui ont dit « Oh là là, qu'est-ce qui se passe? Il y a des grosses pelleteuses sur les tourbières. » Je ne sais pas, ou des articles un peu... Est-ce qu'il y a eu des moments tendus où il a fallu désamorcer, donc communiquer pour désamorcer? Je dirais plutôt non. Alors, il y a eu des erreurs dans les articles, mais ça arrive. Souvent. Mais non, c'était plutôt sur le terrain, enfin, voilà, avec des habitants où là, c'était compliqué. Mais sinon, c'est vrai que non, moi, je dirais que ça a plutôt été simple par rapport à d'autres sujets voilà, qui peuvent être plus complexes qu'on a à traiter, quoi. Ça fait beaucoup d'actions menées. Hein. À l'arrivée, vous vous dites, alors y a pas que, ça ne repose pas que sur vous deux, évidemment, on l'a dit, hein, c'est tout plein d'équipes derrière, mais vous vous dites, c'était chouette de pouvoir communiquer sur un sujet aussi agréable à communiquer quand même, hein, aussi ambitieux. C'était une réussite de ce point de vue-là? La longueur du programme et le fait qu'il y ait des actions tout au long de l'année, que du coup on arrive à communiquer sur tout le territoire à de nombreuses reprises tous les ans, du coup c'est un peu du martelage et du coup c'est vrai qu'on a l'impression que le message est passé et en tout cas que la population, maintenant, elle sait à peu près ce que c'est le live tourbière, ou en tout cas, elle s'y est intéressée. Et puis, ça peut paraître complexe, mais c'était important que ça ne reste pas dans le domaine des experts, en fait. Bien sûr. Et que tous les habitants s'approprient aussi cet enjeu-là, en fait. Mais ça, on va en parler avec nos prochains invités, je pense, les élus locaux. C'est-à-dire que l'enjeu, c'est que tout le monde ait envie de protéger ces milieux, quand même. Donc, il faut communiquer auprès du grand public. Et bravo, Émilie et Elvina, parce que... Et merci à tous les intervenants, les élus, les habitants, toutes les personnes qui nous ont aidés sur le terrain à faire ce live. Ouais, mais vous faites bien de le dire. Et bravo à vous deux de nous avoir raconté tout ça de manière aussi efficace. On va... avancer, on arrive vraiment à la fin de ce grand colloque, ce web colloque sur le programme Live Tourbière. On va donner, je le disais, la parole aux élus locaux. Vous en avez beaucoup parlé et on en parle beaucoup, en fait, mine de rien, depuis ce matin, parce qu'évidemment, ce programme Live, on se doute, hein, il a mobilisé beaucoup de monde et beaucoup de mairies, beaucoup de communes, donc beaucoup d'élus. Il a fallu qu'ils se mouillent aussi, sans chercher de mauvais jeux de mots. Nous allons entendre 3 élus avec nous. Christian Brunel, qui est adjoint de la commune nouvelle de Nanchèze, vice-président de la Comcom de la Grand-Vallière, Yves Louvrier, qui est maire de la Cluse et Mijoux. Et puis, je vais commencer avec Gilles Robert, qui est président de la communauté de communes du plateau du Russet, qui est élu par ailleurs à la commune du Bizeau. Je commence avec vous. Donc, bonjour tout d'abord. Et merci bonjour à tous. D'être avec nous. Parce que c'est vraiment une belle journée. Ah, c'est vrai, vous êtes avec nous depuis un petit moment ? Depuis ce matin, mais au regard de la formation des tourbières, c'est très peu. Eh bien, on va le dire, on fera une deuxième journée la prochaine fois, je vais le dire aux organisateurs. Merci en tout cas, Gilles Robert. Devant l'écran. D'être là. Alors, je vais situer, parce que vous le savez, on n'a pas énormément de temps. Alors, votre commune, elle est frontalière de la Suisse. Hein. Si je dis une bêtise, vous m'arrêtez. Elle est proche. Oui, elle est très proche. Oui, la communauté de communes, donc, que je préside, est proche de la Suisse. Oui. Et puis avec une pression démographique donc importante, qui dit pression démographique souvent dit pression foncière importante. Et vous me disiez, votre territoire est très très concerné par la problématique de l'eau, mais une ressource ou une gestion en eau tendue mêlée à une pression démographique, souvent ça ne fait pas bon ménage, en quelque sorte. Finalement, les récentes sécheresses dont on parle pas mal là, depuis le début de ce colloque, chez vous, ça a été une cata et ça a vraiment marqué les esprits. Est-ce que ça a aidé à la prise de conscience ? Sans aucun doute. Il faut souvent attendre les crises, et on le sait en ce moment, pour que les consciences progressent. Et c'était le cas effectivement avec les épisodes de sécheresse de ces dernières années. Effectivement, donc, quand on voit le saut du Doubs, hein, c'est nos chutes du Niagara qui sont à sec, qu'on peut traverser. Quand on voit le défilé d'Entre-Roches, qui est un lieu magnifique, qui est à sec également, où les enfants et les familles vont s'amuser à mettre des galets dans ce qui est habituellement le cours du Doubs, ça marque les esprits. Donc les esprits, ils ont évolué depuis quelques années.
notamment en raison de ces épisodes de sécheresse et puis à cause de tout le contexte climatique mondial. Quand vous dites les esprits ont évolué, ça veut dire que jusqu'à présent, le rôle des tourbières dans le rôle hydrique, finalement, dans la gestion de l'eau des tourbières, les gens ne l'avaient pas à l'esprit. Ouais, il y a quelques années, oui, il y a quelques décennies, la tourbière, bon, certes, on en extrayait un combustible très pauvre finalement, mais c'était surtout une contrainte. C'était une contrainte parce qu'on ne pouvait pas produire de l'herbage pour l'élevage, pour nos vaches laitières, et donc il fallait les drainer, les assécher. Parce que pour gagner de la terre. Donc ça, c'était un milieu qui était assez contraignant et il a fallu quand même quelques années pour qu'on se rende compte que c'était une énorme richesse. Et donc je remercie également de nombreux participants à ce colloque de toutes les actions qui ont été engagées pour nous expliquer très simplement avec beaucoup de pédagogie ce qu'on doit relayer d'ailleurs, que les tourbières, c'est une éponge, c'est une réserve d'eau. On le voit en été, on le voit pendant les épisodes de sécheresse, de canicule. Et puis, c'est également un filtre. Donc, sur l'aspect quantitatif et qualitatif, les tourbières sont un bien extrêmement précieux. Et vous, en tant qu'élu, le programme LIFE vous a sans doute aidé, puisque vous y avez cru évidemment sans problème à ce programme LIFE, ça vous a sans doute aidé à convaincre la population, votre population. Alors, on n'est pas totalement dans le programme LIFE, mais on a beaucoup d'actions en direction des tourbières et on aspire à intégrer le LIFE 2, donc le LIFE climat. Sur notre territoire, donc il y a des lieux emblématiques, l'étang du Boulin, l'étang des Belles Saignes, je ne vais pas tous les citer, mais ce sont des endroits magnifiques. Et à partir de là, on s'est engagé dans un certain nombre d'actions, et d'abord d'actions de sensibilisation sur le thème de l'eau, les milieux karstiques, qu'on connaît bien, et puis également sur ces tourbières que le public aime découvrir. Ce sont des lieux de promenade qui sont très, très appréciés, et surtout lorsqu'elles sont accompagnées. Et je crois que le rôle des collectivités, justement, il est de sensibiliser, d'accompagner, de permettre de découvrir, pas seulement de faire des diagnostics, mais aussi, et pas seulement d'expliquer un fonctionnement d'un milieu finalement complexe, mais également d'expliquer pourquoi on fait des travaux, pourquoi ces travaux coûtent très cher, parce qu'il ne faut pas se voiler la face, ça coûte très cher, les élus ils sont pragmatiques, ils regardent leur budget, et la population elle réagit effectivement quand des hélicoptères interviennent ou quand on pose des madriers, et c'est là je crois le rôle principal des collectivités, cette sensibilisation, et cette réunion des différents acteurs avec des conflits d'usage, forcément, entre des pêcheurs, des agriculteurs, des naturalistes, et puis des chasseurs, etc. Ça serait trop facile, Gilles Robert, de mettre tout le monde dos à dos avec les gentils et les méchants d'un côté, les gentils naturalistes et puis les mauvais agriculteurs de l'autre côté, par exemple, je caricature. Vous dites non, médiation, 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 et c'est ça votre rôle d'élu dans tout cet enjeu majeur de préservation et de restauration des tourbières. C'est complètement ma philosophie. Effectivement, je pense que braquer l'opinion, braquer tel ou tel milieu, ça ne fait que bloquer les choses et ça ne permet pas de les avancer. Et c'est pour cette raison qu'on s'est engagé dans la démarche de création d'un parc naturel régional, donc du Doubs horloger, à proximité du parc du Doubs en Suisse. Et l'axe numéro 1, c'est l'axe de préservation de la biodiversité, évidemment, et puis de la préservation de la ressource en eau. Donc, je crois que ce rôle du parc, c'est aussi de réunir, de concerter, d'avoir de la matière grise, de l'ingénierie qui nous permet d'avancer, de faire comprendre toute la richesse de ces milieux et combien ils doivent être protégés et admirés. Merci Gilles Robert. En tout cas, je note qu'on vous sent aussi habité par cette notion de fierté des montagnes jurassiennes. C'était le titre de cette séquence. Les tourbières, fierté des montagnes jurassiennes. J'ai l'impression que ça vous va bien comme formule. Merci beaucoup à vous d'avoir été avec nous. Merci. Merci. Et puis on va retrouver Yves Louvrier, qui est aussi connecté à distance avec nous pour participer à ce colloque, qui est maire de la Cluse-et-Mijoux. Bonjour, monsieur Louvrier. Bonjour. Vous nous entendez bien aussi ? Oui. C'est parfait. Oui, pas de problème, le son passe bien. C'est super. Alors, votre commune est aux portes de Pontarlier. Là encore, on va parler d'un contexte qui date pas d'hier, avec une pression foncière importante, si je ne me trompe pas.
et où finalement les zones humides, elles ont longtemps été urbanisées, en tout cas asséchées, voilà, elles n'étaient pas bien menées. Ouais, donc comme nous l'a dit mon prédécesseur, hein, si vous voulez, qui a discuté au point de vue des collectivités, c'est que nous, la prise de conscience et la prise de risque qui s'est faite sur la commune de la Cluse a été un petit peu différent, puisque nous, on souffrait plutôt avec l'urbanisation d'inondations. Donc, qui a fait que on a cherché d'où venaient ces problématiques d'inondation sur certaines maisons. Hein, on n'en avait pas beaucoup, mais 4-5 maisons qui avaient, parce qu'on a un ruisseau qui s'appelle la Morte, donc qui traverse tout le village, et puis donc gonflait très vite hein, quand il y avait des intempéries, et ça séchait très très vite quand il faisait une période sèche. Et donc, on a essayé de chercher d'où venait ce problème et pourquoi il y avait ce problème-là. Et donc, c'est là qu'on s'est rapproché avec l'EPAGE, hein, qui est aujourd'hui l'EPAGE. Avant, c'était le syndicat des milieux aquatiques donc de Fram-Drujon. Et là, donc, avec un bureau d'études, eh ben, on a pu découvrir que les tourbières que l'on avait, puisqu'on a une bonne trentaine d'hectares de tourbières sur la commune de la Cluse, et là, on s'est aperçu qu'il y avait une surexploitation, qu'il y a eu des drains qui ont été émis dans les années 50 et qui faisaient que, comme nous m'a dit tout à l'heure mon prédécesseur, si vous voulez, c'est qu'on cherchait à faire de l'herbe, on essayait d'agrandir la surface agricole, mais qui n'était pas vraiment bénéfique à long terme, parce qu'on s'aperçoit que les choses étaient complètement différentes. Et donc, vous me disiez, quand on s'est parlé, du moment où vous avez compris ça, bon, là, c'était bon, vous avez dit, il faut que ça s'arrête, quoi. Maintenant, on va changer, on change de braquet. Oui, de toute façon, à quelque part, on pourrait dire qu'on n'avait pas le choix. Ouais, si vous voulez, c'est que quand vous inondez des maisons, et c'est voilà, soit vous rasez la maison, soit vous trouvez une solution. Et quand on trouve, la solution, elle a été de voir pourquoi ça ne fonctionnait pas, parce que ce qui nous faisait choquer aussi au point de vue du conseil municipal, si vous voulez, c'était cette montée d'eau très rapide de ce petit ruisseau que l'on a qui s'appelle la Morte, et puis la descente très vite aussi derrière, quand il faisait 3-4 jours de sec, hop, le niveau redescendait pour redescendre d'un mètre. Ce qui veut donc, dire que... si vous voulez, quand on conjure ça, vous trouvez une solution, parce que autant d'un côté que de l'autre, c'est pas bon. Et donc, la réflexion, elle est venue là, et une fois qu'on a dit, ça peut venir des tourbières, et on peut stocker de l'eau dans les tourbières, je crois que tout le monde a adhéré, quoi. Ça a été facile après pour l'élu que je suis, ça a été facile de convaincre, je dirais. Oui, mais ça veut dire, c'est courageux. Vous dites aussi, on a pris conscience d'eux, c'est-à-dire que les tourbières, on les regardait pas comme ça avant. Il y a vraiment eu il y a eu un changement là encore de manière d'appréhender ces tourbières, et ça change tout. C'est-à-dire qu'on fera plus les mêmes âneries, en fait. Je sais pas si on fera plus les mêmes âneries, ça sera des autres âneries. Hein. Moi, je reste que, si vous voulez, il y a des fois, on fait des travaux, on fait des choses, et les conséquences, on les voit plusieurs années derrière. Donc, c'est trop facile de dire, mes prédécesseurs, est-ce qu'ils ont fait des âneries? C'était un autre contexte, avec une envie différente qu'aujourd'hui. Aujourd'hui, on prend conscience que je crois que la main de l'homme a plus détruit des choses que les a construites. Donc, c'est ça qu'on met en avant. Et quand on a compris ça, on essaye de trouver une solution, et on se pose beaucoup de questions. Et aujourd'hui, je crois que l'environnement a pris quand même un espace un peu plus conséquent qu'il y a eu un moment. À un moment, c'était de la productivité à fond. Aujourd'hui, on commence à dire comment on produit pour mieux produire. Ouais. Et c'est vrai que les choses sont différentes, quoi. Et la population dans tout ça, Yves Louvrier, elle a réagi comment, votre population locale? La prise de conscience est là, on l'a compris. Elle est derrière vous, elle soutient le programme, elle soutient les projets de restauration, les travaux, par exemple? Oui, alors si vous voulez, c'était l'ancienne mandature qui a pris la décision de lancer ces programmes, et donc ça, c'est le maire aussi qui influe. Il y a des moments, je crois qu'il faut être responsable, et puis les réunions qu'on avait, tous les conseillers ne participent pas, donc on a influencé aussi. Moi, j'ai influencé, je le dis honnêtement. Et puis après,
Une fois que le conseil a adhéré, qu'il y a les travaux, qu'il y a un programme qui se met, que le bureau d'études, il y a eu beaucoup de communication qui a été fait. Et là, c'est vrai que le programme LIFE a été très très bon là-dessus. C'est qu'on a communiqué très rapidement et on a expliqué les enjeux et pourquoi on allait dans ce sens-là. Puis après, il a fallu aussi que la commune, moi je reconnais que la commune a fait un effort aussi pour aider à faire ce programme LIFE, parce que il y a eu des échanges qui ont été faits de terrain, pour que les gens, voilà, qu'on laisse pas trop l'agriculteur qui était tout près, ou voilà, et tout ça a mis je dirais en musique, hein, a fait que la communication et puis la population a été sensible à tout ce que nous, communes, on mettait en place et les résultats qu'il pouvait y en attendre derrière. Donc voilà, c'est un effet, je dirais, boule de neige qui s'est fait et qui a fait que ce programme a eu lieu, et vraiment, j'en suis fier aujourd'hui, quoi. Et bien voilà, encore quelqu'un rendu fier de ses tourbières et fier du boulot accompli. Merci beaucoup Yves Louvrier d'avoir été avec nous. Dernier témoin élu local, témoin, je ne sais pas si c'est le bon mot, mais c'est Christian Brunel. Bonjour Monsieur Brunel, je pense que vous êtes connecté vous aussi, j'espère que vous nous entendez bien. Oui, bonjour. Vous êtes adjoint de la commune nouvelle de Nanchaise, on dit le Z ou pas? Nanché, voilà. Et vice-président de la Comcom, la Grand-Vallière, voilà, j'espère que je ne dis pas d'ânerie. Donc, commune nouvelle, je l'ai dit, vous avez 2 sites concernés par le programme LIFE. Alors, on va faire court parce qu'on est hyper en retard, mais je tiens à dire que vous, à titre personnel, ça aide quand même pour un élu, vous étiez déjà très convaincu et vous aviez des connaissances précises, vous étiez investi déjà sur les tourbières. Donc, vous n'avez pas eu à faire tout ce chemin de prise de conscience. Je ne me trompe pas trop en disant ça, hein? Non, ni moi, mais ni aussi certaines personnes de la commune, puisque en fait, j'ai eu la chance d'arriver dans la commune où il y avait une ancienne institutrice qui était vraiment très sensibilisée à la problématique des tourbières, sur une commune qui a une économie touristique basée sur l'accueil de groupes et d'enfants, et donc de classes vertes, de classes de neige, etc. Et donc, comme partout dans le Jura, la sortie tourbière, déjà dans les années 90, c'était une sortie pédagogique classique. Et donc, on a eu à regarder ça de près pour que ces sorties pédagogiques soient les plus performantes possibles, mais ne conduisent pas à la dégradation sur les tourbières, ce qui nous a conduit à cette époque à lancer l'idée d'une réserve naturelle volontaire, oui. Qui s'est créée très très rapidement avec une sensibilisation et une sensibilité du public et des habitants assez forte, et bien entendu des élus en place. Alors, c'est vrai que cette antériorité-là, tout ce qui avait été fait par le passé, c'est hyper intéressant. C'est un peu, ça donne on pourrait dire un contexte favorable. Là, ce qui s'est passé avec le programme LIFE sur votre territoire, c'est qu'on a changé d'échelle. Avec un programme ambitieux, une ingénierie nouvelle, aussi des moyens nouveaux et du coup des actions d'une autre ampleur. Tout à fait. On avait donc localement la sensibilité existait, la volonté de préserver existait. Maintenant, il y avait eu aussi des dégradations qui avaient été réalisées, en particulier sur les cours d'eau proches de la tourbière. Et là, c'est vraiment le programme LIFE qui a permis, comme vous venez de l'indiquer, de passer à une vitesse supérieure qu'on n'aurait pas pu enclencher à notre niveau communal. Je ne pense pas non plus au niveau de la communauté de communes, parce qu'effectivement, ça suppose des moyens techniques, des moyens financiers, du temps administratif, etc., important. Et là, il faut bien dire qu'effectivement, le programme LIFE et avec lui l'équipe du Parc naturel régional du Haut-Jura a joué un rôle majeur dans cette avancée. En tant qu'élu, vous avez dû rassurer un peu les esprits quand les pelleteuses sont arrivées pour les travaux. On l'a dit tout à l'heure, c'était pas rien, ça pouvait être impressionnant, ça a pu générer même quelques inquiétudes, non ? Et ça a généré des grosses inquiétudes, oui, parce que si vous voulez, comme vous avez parlé d'antériorité, je vous ai dit donc dans les années 90, donc de 90 à 2015-2018, on a justifié de préserver les tourbières parce que c'était des milieux très fragiles, qu'il fallait faire attention, il fallait donc même pas que les classes vertes rentrent dedans sans platelage, etc. Donc vous voyez un peu à quel niveau de sensibilité on avait placé le curseur. Et puis là, du jour au lendemain, effectivement, pour la population que vous avez
baignée dans ce climat de sécurité. Elle voit débarquer des chenilles, des pelleteuses, des tracteurs, etc., même équipés de chenilles très très larges. Mais ceci étant, c'est pareil. C'est quand même des engins de plusieurs dizaines de tonnes qui rentrent dans les tourbières, et on leur dit que c'est pour le bien des milieux. Donc ça perturbe énormément, quoi. Et pourtant, surtout qu'après les travaux, bien entendu, il faut quand même que ça se cicatrise un petit peu, et on laisse, quand les engins partent, et malgré toutes les précautions qui ont pu être prises, ça reste un chantier. Et oui, mais comme on l'a, mais bien sûr, et ça a été bien dit tout à l'heure par différents intervenants, voilà, d'abord il faut du temps pour que les choses se mettent en place, et c'est vrai que les travaux étaient impressionnants, et pourtant c'était des interventions d'orfèvre, très bien prévues, mais c'est vrai que visuellement, et Elvina nous le redisait aussi, c'était assez impressionnant. Grand merci à vous, Christian Brunel, pour votre témoignage, et merci à vous trois, messieurs les élus locaux, bravo pour votre engagement, parce que c'est vrai que si vous ne suivez pas, ça fait des obstacles en plus à surmonter, donc c'était important de vous entendre. Merci encore à vous. On poursuit notre programme qui touche à sa fin et on va parler du label Ramsar. Et pour en parler, je retrouve avec plaisir Geneviève Magnon et Pierre Durlet. Merci à vous d'être là. Alors, la labellisation Ramsar, elle existait déjà. Elle existait déjà. Ce n'était pas un objectif du LIFE. C'est vraiment la synergie du LIFE qui nous a fait arriver sur l'extension du site historique labellisé qui est le bassin du Drugeon depuis 2003. Parce que c'est ça l'actualité, c'est qu'aujourd'hui, alors je dis aujourd'hui, c'est pas là tout de suite maintenant, mais le programme LIFE a permis une reconnaissance finalement qui a étendu la labellisation. C'est peut-être pas comme ça qu'il faut le dire. Je crois que les deux témoignages précédents, le maire de la Cluse-et-Mijoux, le maire du Nanché, sont deux communes qui sont dans le nouveau site Ramsar, enfin le site étendu. Leur témoignage, puis la fierté qu'ils affichent sur leur territoire de tourbière. C'est ça, c'est la reconnaissance du travail et de l'implication de l'appropriation locale, et deux, c'est l'encouragement à aller plus loin maintenant. Oui, parce que ça oblige un peu. Alors attendez, on va y revenir, mais on va regarder avant au moins un extrait du film dédié à cette labellisation. On va peut-être pas le regarder en entier parce qu'on n'a plus le temps, mais allez, on lance. On le disait, le film, les gens peuvent le trouver en intégralité. Cette labellisation, c'est une bonne nouvelle. Ça oblige un petit peu, c'est-à-dire que ça oblige, disons que ça vous engage. Ça engage le territoire, oui. C'est une labellisation. Donc une labellisation, c'est une reconnaissance d'un patrimoine exceptionnel. Donc le territoire s'engage à le préserver, voire même à continuer à l'améliorer. C'est pas un engagement réglementaire, c'est un engagement moral de préserver et de continuer de valoriser ce patrimoine. En même temps, j'ai envie de dire, vous l'aviez déjà un petit peu, cet engagement moral en vous, on est bien d'accord. C'est satisfaisant quand même. Nous, oui, forcément, mais le territoire, peut-être un peu moins. Les élus, on les a entendus, certains sont convaincus depuis longtemps, certains ont appris des choses et se sont rendus compte. Et par cette labellisation, c'est quand même une fierté qui arrive sur le territoire, parce que ça veut dire qu'on devient zone humide d'enjeu international.
Et du coup, pour les gens, pour les élus, c'est une reconnaissance de ce qu'ils voient tous les jours et ils se rendent compte que ça a une importance internationale alors que c'est leur commun. Et on a toujours besoin de ça, de ces validations supplémentaires pour finir de convaincre tout le monde un petit peu. C'est ça, hein, ça marche aussi comme ça. Que quelqu'un d'extérieur vienne nous dire, mais en fait, ce que vous avez chez vous, c'est exceptionnel. Ben oui, et ça l'est. Merci beaucoup à vous deux, Pierre et Geneviève. Merci pour votre pédagogie depuis ce matin et votre engagement là dans ce web colloque pour nous faire partager le plus de choses possible. On va arriver à la dernière séquence. On va se projeter un petit peu sur l'avenir. Vous ne le voyez pas, vous, mais pendant les jingles, il y en a qui sortent du plateau, il y en a qui rentrent. Et là, c'est Émilie qui nous a rejoint une dernière fois. Puisque je l'ai dit, on va parler un petit peu de perspective. Je me suis amusée avec ce jeu de mots tout à l'heure. Un live peut en cacher un autre. C'est un petit peu quand même ce qui va se passer. Mais avant d'en venir là, avant de parler de cet avenir, on va donner la parole à des partenaires, les acteurs majeurs de ce programme live. On n'a pas pu donner la parole à tout le monde. Mais là, on va continuer sur cette idée de fierté et puis de leçons tirées de ce programme avec 3 invités qui vont succéder. Je vais commencer tout de suite avec Muriel Loriot-Bardy, qui est la présidente du Conservatoire d'espaces naturels de Franche-Comté. Et vous êtes avec nous. Bonjour, madame, vous nous entendez bien ? Oui, je vous entends bien. Bonjour. Super. Merci beaucoup d'être avec nous. Quel succès quand même, ce programme LIFE. J'ai envie de dire, depuis ce matin, on ressent ça. Une notion de succès, de réussite. Succès, et puis j'aime bien l'idée aussi, enfin succès c'est sûr, succès par rapport à la réussite des actions, puis aussi succès par rapport justement à la population. J'aime bien la notion de fierté que vous avez mise en avant. Je pense que quelque part, on a cherché effectivement, au-delà de la connaissance qu'on voulait partager sur l'intérêt de ces tourbières, on voulait aussi que les gens soient séduits. Elvina l'a dit tout à l'heure, ça je pense que la séduction, elle est là. Et moi, je pense que ça renforce l'attachement au territoire. Je pense que la fierté, c'est important, certes, mais je trouve qu'il manque le mot peut-être beauté, territoire, où il a été dit aussi. Voilà, je pense qu'on est dans un monde plutôt mondialisé, avec quelque part du coup une forme d'uniformité. Les gens voyagent beaucoup, on a l'impression que c'est toujours mieux ailleurs. Et pourtant, c'est tellement bien là où on vit. Et la Franche-Comté a un atlas des paysages très variés, riche. Et là, c'est un beau paysage qui a été mis en avant et je pense que c'est un élément d'attachement au territoire. Et donc ça, c'est un succès qui n'était peut-être pas encore attendu, mais qu'elle a aussi, quoi. Voilà. Donc il faut s'en féliciter, c'est chouette. Qu'est-ce qui vous a marqué par ailleurs dans le déroulé de ce programme LIFE, des choses qui ont très bien fonctionné? Tout simplement, je vais dire que c'est la qualité de la coopération entre les salariés, je vais dire, parce que finalement, nous, en tant que membres du bureau du Conservatoire d'espaces naturels de Franche-Comté ou membres du CA, du Conservatoire d'espaces naturels de Franche-Comté, nous n'avons eu que des décisions simples à prendre, de validation, de OK, de oui, c'est super, comment dire non, puisqu'en fait, je pense que les équipes avaient beaucoup de respect les unes par rapport aux autres. Chaque structure a des enjeux différents, une culture différente. Et en fait, je pense que chacun avait à cœur de respecter aussi les enjeux des autres. On a à cœur de respecter les enjeux qu'un maire peut porter sur une commune. On a à cœur de respecter telle structure qui a une constitution politique plus forte, d'autres plus militantes, plus associatives, plus citoyennes, etc. Et donc, en fait, à chaque fois qu'il y avait un choix à faire, c'était un choix, on va dire, collectif, c'est-à-dire que chacun prenait en compte les intérêts de l'autre. Donc, je pense que c'est essentiel pour que ça se passe bien. Puis, je pense que surtout, chacun avait en tête un seul objectif, c'est la protection de la nature, en fait, la protection des tourbières. Donc, en fait, c'était comme on disait quand on était petit, un pour tous, tous pour un. Je pense que c'est ça qui a fonctionné.
un objectif commun, donc tout le monde mobilisé. Merci beaucoup à Muriel Loriot-Bardy. Je vais passer, on vous retrouvera peut-être tout à l'heure à la fin, je ne sais pas trop encore comment ça va s'organiser, mais je vais passer la parole à Béatrix Loison. Bonjour Béatrix, vous êtes vice-présidente de l'EPAGE Haute-Loup. Ce que vient de dire Muriel Loriot-Bardy sur la notion de fierté, par exemple, de redécouverte d'un territoire très riche et de remise en valeur de ce territoire, vous le ressentez aussi ? Ah oui, tout à fait. Je pense qu'on est parti très loin parce qu'on oublie peut-être, parce qu'aujourd'hui, ça nous semble tout naturel parce qu'on baigne dedans et ce programme a eu un réel succès, aussi bien de la façon dont il a mené que des résultats. Mais on est parti de zones exploitées, asséchées pour exploiter la tourbe, puis abandonnées, enfrichées. Et puis aujourd'hui, on s'aperçoit, alors peut-être tard, mais ça fait rien, il n'est jamais trop tard pour faire le travail, mais que les tourbières ont un vrai rôle. En 2018, moi, ce qui m'a marqué, c'est qu'on était en pleine sécheresse, les pelleteuses pouvaient rouler sans souci la Grande Seigne, parce que la tourbière était complètement asséchée. Depuis, les travaux ont eu lieu, jamais on a retrouvé ces assecs alors qu'on a eu des belles années de sécheresse derrière. Quand je dis belles, c'est entre guillemets, évidemment. On a compris, grâce à ça, et je pense qu'il y avait urgence, le rôle des tourbières, un rôle d'éponge, elles retiennent l'eau et du coup elles limitent les crues aussi, et puis elles restituent ensuite l'eau. Ça diminue aussi les assecs qui s'en suivent derrière. Voilà, tout ça, on l'a découvert ensemble et je pense que le LIFE y est pour beaucoup. Ouais, ça veut dire que les tourbières sont une solution, finalement. Quand vous dites on a été marqué par les sécheresses, maintenant on comprend que les tourbières sont une solution. C'est pour ça qu'il faut les remettre en fonctionnement. Et puis, vous êtes élue aussi par ailleurs, Béatrix Loison, et vous me confiez que ce programme LIFE, avec tout ce qu'il a mis en œuvre et finalement tout ce qu'il a démontré, ça devrait permettre d'aller encore plus loin dans les prises de conscience, notamment des élus, et donc de faire avancer les dossiers. Oui, ça paraît une évidence aujourd'hui qu'il fallait le faire, il faut le poursuivre, il faut l'étendre. Et moi, je suis vice-présidente au département en charge de l'environnement, donc avec la compétence espaces naturels sensibles. Et dans ces espaces naturels sensibles, on travaille, alors on est hors Natura hein, des fois, donc on n'a pas droit au LIFE pour l'instant, mais on travaille sur d'autres tourbières quand même. Et le LIFE, même si on n'est pas sur son secteur, il nous a tracé la voie. Parce qu'aujourd'hui, dans le Doubs, je pense que c'est pareil pour le Jura, mais on a beaucoup d'expérience. On l'a dit tout à l'heure, les élus l'ont dit, hein, certains ont osé, ça a marché. Donc, on convainc plus facilement. Hein, on a parlé tout à l'heure d'acceptation. Donc, quand LIFE Tourbière est passé avant, eh ben, ça se fait beaucoup plus facilement. Puis, il y a aussi, et ça je le dis, il y a aussi des compétences qui sont là grâce à ce LIFE sur les tourbières. Alors, aussi bien pour la technicité, je fais un clin d'œil aux techniciens de l'EPAGE qui sont Genièvre, Louis-Jean Noël, vous les avez entendus, ils sont compétents, ils nous ont convaincus, ils nous aident tous les jours à nous former encore. Et puis aussi, dans les entreprises qui ont mené les travaux, c'était pas évident au début pour elles. Et puis, quand je parle des hélicos camélias madriers, on a fait peur à tout le monde. Aujourd'hui, c'est pas courant, mais c'est accepté beaucoup plus facilement. C'est une véritable dynamique tourbière que le LIFE a drainé, si je peux me permettre ce jeu de mots, sur notre département au-delà. Maintenant, on sait que c'est possible, on sait comment faire, la route est tracée, on a de la chance qu'il y a eu des convaincus avant nous et puis qui ont fait leurs preuves, quoi. Merci beaucoup à vous. Et puis c'est vrai que c'est important ce que vous venez de dire sur les entreprises. On n'en a pas trop parlé, mais elles étaient là, elles étaient compétentes, elles sont allées encore plus loin dans leur savoir-faire, dans leurs compétences, ce qui permet aussi de travailler en local avec des entreprises du secteur. C'est ce que j'ai cru bien comprendre de tout ce programme. Merci beaucoup à Béatrix Loison d'avoir été avec nous avec cet enthousiasme communicatif. Et puis on va terminer avec le témoignage de Françoise Vespa. Bonjour Françoise, vous êtes présidente du parc naturel régional du Haut-Jura. Merci à vous également d'être là avec nous. Bon, j'imagine que vous partagez un petit peu ce qui vient d'être dit. Là, on est dans la séquence quand même contentement, autocongratulation, mais ça fait du bien parce que quand ça marche bien, il faut le dire. Ah, on a un problème de son avec Françoise. On va reprendre votre réponse, Françoise, parce qu'on ne vous entendait pas. Ah, toujours pas, il y a un petit souci. On essaye de régler ça. Françoise, Émilie, c'est sympa d'entendre autant d'autocongratulations. Ça fait du bien quand même de voir que finalement les partenaires, les acteurs sont contents. Mais c'est important parce que c'est eux qui sont sur les sites en continu, quoi. Donc c'est sûr que si eux ils nous aident à porter les travaux, ça fonctionne forcément beaucoup mieux. Ça va fonctionner mieux. Je crois qu'on vous a retrouvé, Françoise. Pardon, il y avait eu un petit souci. Et ben voilà, vous êtes là, donc super. Le temps qu'on répare le son. Donc je disais, oui, quand ça marche bien, il faut le dire.
Ah oui, oui, puis non seulement il faut le dire, mais il faut le crier fort, parce que c'est effectivement ce lac Tourbière, c'est quand même une vraie réussite d'un territoire et aussi un exemple pour l'avenir. Alors sur les tourbières, on part quand même de très loin, parce que quand vous regardez les écrits au XIIe, XIIIe, XIVe siècle, les tourbières, c'était un peu considéré comme des lieux maléfiques. Il y avait tout un tas d'histoires qui tournaient autour. Et donc, l'homme s'est acharné durant des siècles et des siècles à les détruire, sans heureusement complètement y arriver. Mais aujourd'hui, elles ont enfin retrouvé leur galon. Et ces tourbières, qui sont quand même des joyaux de nos territoires, sont d'une préciosité extrêmement importante pour la qualité de l'eau, pour la quantité de l'eau, pour la faune aquatique, les espèces végétales, animales. Ouais. Aujourd'hui, je crois que le tourbière, il aura au moins apporté ça, et quand je dis au moins, le terme n'est même pas approprié, il aura apporté cette connaissance de ces milieux qui étaient sous-valorisés. Sous-valorisés. Et puis, il a permis probablement aussi on l'a compris à demi-mot quand même tout au long de la journée, de faire monter en compétence un peu tout le monde. Alors, sur le terrain, les techniciens l'ont dit, ils ont appris des choses. On ne fait plus pareil aujourd'hui qu'on faisait avant. Et puis, vous aussi, les élus, les responsables de structure. Ah bien, c'est sûr. Et puis, on a cette chance d'avoir des excellents formateurs. Quand on vient demander au bureau du parc de valider une action et que sur l'ensemble des élus, tous ne sont pas... se sentent pas forcément concernés. Quand vous avez un technicien qui vient vous prouver par A plus B la nécessité, vous montrer des images, etc., vous sortez, vous êtes tellement convaincu, émerveillé, prêt à faire ce qu'il faut. Donc forcément, ça aide à prendre des décisions. On leur doit beaucoup, vous savez, aux techniciens, on ne le dit jamais, mais non seulement ils sont techniciens, non seulement on peut les contacter régulièrement, ils sont de conseils, de très bons conseils, mais aussi ils ont cette pédagogie d'explication de ces milieux. Au parc, ce n'est pas que les tourbières, mais ça en fait partie, bien évidemment, de façon... Et pour terminer, Françoise, probablement qu'aujourd'hui, après 7 ans de programme Life Tourbière, dès que vous parlerez, vous et d'autres, bien sûr, mais Tourbière, on vous prendra au sérieux, là, puisque les choses ont été démontrées. Oui, je crois que les preuves ne sont plus... On n'a plus de preuves à faire là-dessus. Et on a avancé et allé sûrement plus loin, même à coup sûr plus loin, et pas seulement sur les tourbières, sur d'autres milieux, tout aussi riche et tout aussi magique que nous avons sur nos territoires. Merci beaucoup à toutes les trois, mesdames, d'avoir été avec nous pour saluer une fois de plus la réussite de ce programme Live, parce que comme je le disais, quand ça marche, il faut le dire, ça fait du bien. On va se projeter un petit peu sur l'avenir avec vous, Émilie, et puis aussi avec Marie-Pierre Colin-Huette qui a dû nous rejoindre également, qui est chef du service biodiversité au patrimoine à la DREAL Bourgogne-Franche-Comté. Bonjour Marie-Pierre, merci à vous aussi d'être avec nous. Alors, juste avant de vous donner la parole, je reviens vers vous, Émilie. On a parlé d'un live climat. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on ne s'arrête pas là? Ça veut dire qu'au vu de la dynamique qui a été lancée grâce à ce premier programme LIFE, on a envie de poursuivre dans le travail qui a débuté et d'essayer de lancer un nouveau programme LIFE, parce qu'il reste encore plein de tourbières qui méritent des travaux de réhabilitation et qui à faire l'objet de ce type de chantier. Par contre, on ne va pas refaire la même chose. Alors, je dis ça, l'air inquiète, mais... en fait, ce qui va changer dans ce programme, c'est notamment que pour l'instant, on l'a dit au tout début de la journée, on était limité au site Natura 2000. Et du coup, grâce au Life Climat, qui est un autre type de Life européen, du coup, on va pouvoir travailler en dehors de ces sites Natura 2000 et toucher des tourbières qui n'auraient pas forcément fait l'objet du droit de financement dans le cadre de ce programme. Marie-Pierre Colin-Huette, vous trouvez que c'est une bonne idée, ce deuxième programme Live? Vous êtes, vous, la DREAL, évidemment, les services de l'État en région, à fond derrière?
Tout à fait, effectivement, parce que je crois qu'on ne l'a peut-être pas assez souligné dans cette journée très intéressante sur le rôle des tourbières. Les questions de lutte contre le changement climatique et d'érosion de la biodiversité sont trop souvent abordées de façon, je dirais, cloisonnée. Or, en fait, elles sont liées. Et il est vraiment urgent d'agir de façon conjointe en liant effectivement ces actions de préservation de la biodiversité. Et puis on a vu que notre région a vraiment une responsabilité particulière sur cet aspect-là, avec les actions de lutte contre le changement climatique, puisque les tourbières ont un rôle vraiment capital, souligné désormais par tous les scientifiques, dans la captation, je dirais, la séquestration du carbone, en tout cas des gaz à effet de serre. Donc c'est vraiment important de poursuivre ce programme, mais en liant ces deux actions essentielles. Ce qui n'est pas forcément simple, c'est de faire comprendre que là, on a parlé d'un programme LIFE qui a duré 7 ans, peut-être qu'un second va voir le jour qui durera aussi longtemps. On est sur un temps long. Tout ça, ce sont des questions importantes, mais qui demandent du temps dans la réponse. Et ça, vous dites, Marie-Pierre, qu'il faut faire accepter cette notion-là. Et il faut s'y engager, accepter ce temps long. Oui, mais je crois que d'ailleurs ça a été bien dit lors de la séquence précédente par les témoins, les élus. Effectivement, les tourbières mettent des centaines, voire des milliers d'années à se constituer. Il nous a fallu souvent pas beaucoup de temps pour les détruire ou les dégrader. Et on voit bien avec cette restitution de ce programme que quand il s'agit de les restaurer, eh ben, c'est pas aussi simple. Et du coup, ces tourbières aussi, et je crois que ça sous-tend bien dans la journée, c'est aussi une illustration concrète de ce qu'on appelle les solutions fondées sur la nature. C'est-à-dire que parfois, on imagine des solutions technologiques, notamment pour la lutte contre le changement climatique, qui ont un coût financier important, des difficultés technologiques, alors que à côté de nous, sur nos territoires, on a les tourbières qui jouent, je dirais, ce rôle de régulateur, comme ça a été dit, au niveau de la ressource hydrique, mais aussi de stockage du carbone. Et la façon dont on les préserve, dont on les restaure, est une façon réellement efficace de lutter contre le changement climatique. Merci beaucoup Marie-Pierre Colinvette. Émilie, c'est quoi le calendrier pour le prochain programme? Alors là, on est en phase de montage, donc avec des études préalables, la sélection des sites où on pense qu'il y a besoin de faire des actions, voilà, le budget, etc. L'idée, c'est de déposer le projet a priori en novembre, donc l'appel à candidature, ça semble être novembre 2021. Et si jamais on est sélectionné, parce que ça reste un concours, on pourrait démarrer milieu de l'année prochaine. Ok, vous êtes un petit peu... c'est tendu en ce moment pour savoir si le dossier va être retenu ou pas? Pour l'instant, on n'a pas encore déposé, donc du coup, on attend de voir. Déjà, on va déjà le monter, et puis ensuite, on verra si on passe les sélections. Mais on vous souhaite que ce soit le cas. Bien évidemment, grand merci Émilie, et puis merci Marie-Pierre Colinvette de l'Adréal d'avoir été avec nous, c'était important. Et ben voilà, c'est fini, comme chantait l'autre. Et merci à vous tous d'avoir tenu toute la journée à nos côtés. C'était chouette de vous lire sur le chat. Merci pour vos questions, pour vos messages, pour vos témoignages. Les discussions se poursuivront sous une autre forme par la suite. Je vous rappelle qu'un recueil d'expériences est en cours de fabrication, il sera mis à disposition. C'est important parce qu'on a bien vu qu'il y avait des choses qui restaient en suspens. Un grand bravo aux équipes au pluriel, elles sont nombreuses, qui ont joué le jeu et fait le pari de tenir ce colloque coûte que coûte. Voilà, c'était pas en présentiel, c'était à distance et ça marche. Donc bravo vraiment à toutes les équipes qui se sont mobilisées et puis aux équipes techniques ici chez M-Stream à Nantes, parce que c'est toute une mécanique derrière, c'est lourd et ils ont super bien bossé comme d'habitude. Donc voilà, c'était un plaisir d'être avec vous. Bonne continuation, vive les tourbières, vive les zones humides, à bientôt.